Tiens, RMC 14h03, nous sommes donc le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, une fête organisée pour célébrer l'Union Européenne. L'Union que le Royaume-Uni quittera officiellement le 29 mars 2019. Pour toi, Eric, le Brexit ne semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre et la France pourrait relancer le débat sur la sortie de l'Europe. Ah oui, parce que je suis désolé, j'ai regardé les études, elles sont toutes un peu contradictoires sur l'économie britannique depuis que ce vote nous a appris que l'Angleterre quittait le Bruxelles, l'Europe. Et ben tu vas être étonné, il y a pas mal d'études qui nous disent finalement, contre toute attente, l'économie britannique se porte plutôt bien. Certains disent même très bien, d'autres disent ça n'est pas le naufrage annoncé. Bref, le Brexit, c'est pas l'enfer. Du coup, eh bien avec François Asselineau, on va parler du Frexit. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine, ancien candidat à l'élection présidentielle. Nicolas Lecossin, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF. Et voilà, et vous avez publié avec Jean-Philippe Delsol, Échec de l'État pour une société du libre choix aux éditions du Rocher. Vous êtes un libéral. Il est 14h07, mesdames, messieurs. Faut-il relancer le débat sur le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne? Je vous pose la question aujourd'hui. L'Union européenne, c'est pas démocratique, on sait pas ce qu'ils veulent. On est en train de se dire, ça peut plus durer comme ça à l'intérieur de l'Europe. Alors c'est pas si mal que ça. Quand on n'est pas content, on s'en va. Mais de toute façon, je crois que c'est inévitable. L'Europe éclatera. On subit ce qu'on a subi aussi avant. Depuis qu'on est rentré dans l'Union européenne, moi je m'en sors plus. Donc si on sortait, qu'on revenait avant, moi je serais pour. C'est le mieux pour le pays. L'Europe, il faut pas y rentrer, il faut en sortir. Voilà, le Brexit, en tout cas, c'est une réalité, Rémi. Oui, ce sera le 29 mars 2019 à 23h, heure de Londres. Voilà. Alors, on a annoncé comme des gros nuages sur l'économie anglaise. Ça fait 1 an que les gens se roulent par terre en me disant, oh là là, mon pauvre Eric, si tu savais, moi j'attends l'orage sur les Britanniques, c'est mon côté franchouillard sadique, mais il ne vient toujours pas. À en croire une grande majorité de la presse, des médias, les analyses de spécialistes, j'ai regardé ce matin, l'horizon reste sombre pour la Grande-Bretagne, voire pour certains toujours catastrophique, mais Eric, il y a tout de même quelques éléments, quelques signes qui permettent d'être un peu moins pessimiste. Alors c'est vrai, le PIB du Royaume-Uni n'a progressé que de 0,1% au premier trimestre de cette année, c'est sa pire performance depuis 5 ans. C'est vrai aussi, la consommation des ménages tourne au ralenti depuis le vote de 2016, en raison notamment de la dévaluation de la livre. Mais ralentissement ne veut pas dire effondrement, Eric. C'est ce que beaucoup prédisaient, l'effondrement de l'économie britannique. L'inflation, la hausse des prix, a ralenti à un rythme plus rapide que prévu depuis le début de cette année. Le taux de chômage, il est toujours au plus bas. 4,3% de la population active. L'exode massif des banques et des financiers n'a pas eu lieu. Les départs de la City étaient estimés à 100 000. C'est beaucoup, juste après le Brexit. Mais il tournerait aujourd'hui autour de 3 000 par an. J'ai pas dit que tout va bien, Eric. J'ai dit qu'il n'y a pas d'effondrement. Le nombre de travailleurs européens a même augmenté, selon l'Office national des statistiques britanniques. Depuis le Brexit, pour un départ, il y a 7 travailleurs européens arrivés au Royaume-Uni. Un dernier élément, selon l'indice mondial du bonheur, c'est très sérieux, c'est un indice qui est établi chaque année par les Nations Unies. Oui, ce sont les Norvégiens qui sont en tête, je crois. Exactement. Alors c'est plein de critères, économiques, sociaux, etc. Eh bien les Britanniques sont 19e au classement. Tu sais quoi ? Nous, les Français, on est 23e. Émilie, le Brunet-Métrie. Oui, pour ce deuxième Brunet-Métrie, le Brexit ne semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. La France doit-elle relancer le débat sur la sortie de l'Europe ? Eh bien, pour cette première tendance, vous êtes 74% à dire oui. Non, 74%, il y a François Asselineau qui applaudit tout doucement à côté de son micro. François Asselineau, rebonjour. Rebonjour. Bon, on va parler du Frexit dans quelques instants. D'abord, j'aimerais qu'on s'attarde quelques minutes sur les Britanniques. Vous partagez cette analyse quand on dit c'est pas la catastrophe annoncée ? Non, c'est pas du tout. D'abord, premièrement, merci de m'inviter. Deuxièmement, je dois avouer que je suis un peu surpris. Ce qui vient d'être dit ici est tout à fait vrai. Et c'est en gros ce que je disais il y a 1 an. Sauf qu'il y a 1 an, pendant l'élection présidentielle, quand je disais que ça se passait bien au Royaume-Uni, tout le monde me tombait dessus en disant que je n'avais rien compris. En fait, vous savez,
ce qui est en train de se passer, c'est que le temps révèle tout, hein, comme disait Euripide. C'est un bavard qui révèle tout. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on constate que le Royaume-Uni se porte bien, le taux de chômage est à 4,3%, alors qu'en France, il est aux alentours de 10%. Le taux de chômage des jeunes, il est aux alentours de 10% au Royaume-Uni, il est aux alentours de 26-27% en France. On s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout l'exode qui avait été annoncé. En bref, tout ce qui avait été fait pour faire peur aux Britanniques pour qu'ils ne votent pas pour le Brexit, en fait, était faux. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y avait eu la même manipulation de l'opinion publique en 2003 en Suède. Lorsqu'il y avait eu un référendum pour ou contre l'adoption de l'euro, le gouvernement suédois et tous les médias en Suède avaient fait peur aux Suédois en disant si jamais vous ne voulez pas entrer dans l'euro, ça va être l'effondrement, la catastrophe, etc. Les Suédois ne se sont pas laissés intimider. 57% des Suédois ont voté en faveur du maintien dans la couronne suédoise par le référendum du 14 septembre 2003 et depuis lors, le taux de croissance en Suède est 50% supérieur au taux de croissance de la zone euro. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est que les faits sont maintenant là, avec leur formidable éloquence, les choses se passent beaucoup mieux. Et en plus de ça, et vous me permettez de terminer, Madame Theresa May est en train de montrer que sortir de l'Union européenne, ça n'est pas du tout s'isoler du reste du monde. Madame Theresa May, elle parcourt le monde entier, elle est reçue dans tous les anciens pays du Commonwealth, elle signe des accords de commerce avec l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Australie, le Canada, la Chine, etc. Donc, le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de sortir de l'Union européenne, il est en train de rentrer dans le reste du monde. C'est vrai, Nicolas Lecossin, je vais recueillir votre opinion aussi, mais c'est vrai que il y a une espèce de, c'est souvent le cas en France, une espèce de pensée mainstream qui s'installe, et depuis la présidentielle, pratiquement avant même depuis ce vote des Britanniques en faveur du Brexit, alors il faut absolument fouler aux pieds ce choix des Anglais. C'est ringard, c'est nul, ils vont dans le mur, et nous répétons tous ça à l'envi, quoi. Moi le premier d'ailleurs, je me mets dedans, hein. Or, et j'aime bien comme ça être démenti. J'adore être démenti. J'adore que les faits nous disent, en gros, vous racontez des balivernes depuis des mois. Et c'est un peu ce qui se dessine là, quand même, Nicolas Lecossin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, The Economist avait publié une sorte de sondage auprès des économistes, y compris des prix Nobel, qui annonçait une grande catastrophe au moment du vote pour le Brexit. En faveur du Brexit, ça n'a pas été le cas d'ailleurs. On a dit la même chose pour l'élection de Trump. Donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mais en fait, il faut quand même préciser que le Royaume-Uni va bien aujourd'hui, non pas grâce au Brexit. C'est parce qu'il allait bien avant aussi. Parce qu'ils ont fait des réformes libérales, parce qu'ils ont privatisé, parce qu'ils ont baissé de 600 000 le nombre de fonctionnaires, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses avant le Brexit. Néanmoins, et ça il faut le préciser, les prévisions de croissance économique sont pas très bonnes pour les années à venir, 2018-2019, en tout cas en dessous de la zone euro. Pour la France aussi, hein, on pourra en parler, hein, ils sont plus mauvais que la zone euro, que la moyenne de la zone euro. Et il faut savoir que le danger, en ce qui concerne le Royaume-Uni, hein, ce que je crois, ce n'est pas le Brexit, mais les réformes. Est-ce qu'on va continuer à faire des réformes? Il faut pas oublier que l'IS au Royaume-Uni va être 19%, voire de 15% dans quelques années. L'impôt sur les sociétés va passer à 15%. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc il y a des réformes qui ont été faites. Le danger, c'est qu'il faut continuer les réformes, quand même. Theresa May doit continuer les réformes. Et aussi M. Corbyn. Corbyn, qui est le leader du Parti travailliste, qui a des propositions quand même assez farfelues. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire... On n'est pas loin de Mélenchon avec Corbyn. Exactement. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Le danger pour la Grande-Bretagne, c'est pas le Brexit. C'est pas la sortie de l'Union européenne, c'est pas ça le danger. C'est la politique interne, c'est qu'il faut continuer les réformes. Et donc le Brexit. D'ailleurs, il y a eu des élections locales il y a quelques jours. On a eu les élections locales. Les résultats ont été assez indécis de l'élection locale. Donc pratiquement personne n'a gagné. Première partie de l'émission, c'est une première partie révolue, c'est le cas britannique. François Asselineau, je me tourne vers vous maintenant. On va réfléchir quelques instants à la culture française. Le général de Gaulle, la phrase a été citée 24 millions de fois, disait que les Français étaient des veaux. Enfin, il l'a dit. Nous sommes assez suivistes. Et ma foi, on nous dit l'Europe c'est bien, l'Europe vous n'y pensez pas. Elle a des défauts, certes, mais la France ne saurait se construire en dehors de l'Europe. Sans parler de la validité technique de cet argument, les gens, ma foi, se disent bon, écoute, restons dans cette position confortable. Hein, comme disait Maurice Barrès, revêtons nos préjugés, ils nous tiennent chaud. Après tout, c'est bien confortable de se sentir abrité dans cette Union européenne. J'ai peine à croire que l'opinion française se dise un beau matin, demain, après-demain, reprenons notre autonomie, soyons fous et aventureux. Non, mais ça, il faudrait pour ça qu'il y ait des débats. Or, l'année dernière,
plénière pendant l'élection présidentielle européenne. Selon le CSA, j'ai eu droit à 1% du temps de parole, lorsque par exemple M. Macron a eu 30%. Donc si vous voulez, il est bien. En plus de ça, faut voir comment j'avais été accueilli. D'ailleurs, quand j'allais dans les médias, on me traitait de tous les noms. Donc il faut qu'il y ait en France un débat de fond. On n'en a pas tout à fait fini, si vous me le permettez, sur le Brexit, parce que le Brexit ne pénalise pas les Britanniques. On a vu d'ailleurs que la situation est finalement assez bonne, et ils attirent beaucoup de travailleurs européens. En revanche, le Brexit pénalise les autres peuples d'Europe, et en particulier en France. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de se produire. Le premier, c'est que la livre sterling a perdu 10%. Du coup, les importations françaises venant du Royaume-Uni ont bondi de 38% l'année dernière. Donc nous creusons notre déficit commercial vis-à-vis du Royaume-Uni parce que l'euro est trop cher pour la compétitivité de l'économie française. Ouais. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va faire un manque à gagner de l'ordre de 10-12 milliards d'euros dans le budget de l'Union européenne. Et tout le monde se tourne vers les pays restants, et notamment vers la France. J'ai vu sur un site qui n'est pas suspect d'être eurocritique, c'est la Fondation Robert Schuman, que l'on estime le coût budgétaire pour les Français de la sortie du Brexit, si la France doit se substituer au départ des Britanniques, quelque chose comme 1,1 à 1,5 milliard d'euros par an supplémentaires. Je rappelle ici, ce que pas assez de Français savent, c'est que l'Europe nous coûte beaucoup d'argent. Nous donnons chaque année 23 milliards d'euros en gros à l'Union européenne, et on en récupère 14. Ouais. C'est-à-dire que d'ores et déjà, l'Union européenne nous coûte au minimum 9 milliards d'euros, on va passer à 10 ou 11. Ouais. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut avoir le débat, vous avez raison. Il faut que les Français puissent avoir accès à des vraies informations et des débats qui soient contradictoires sans qu'il y ait, et vous avez raison, des anathèmes. Vous savez, on a l'impression qu'on est excommunié en France si on était pour la sortie de l'Union européenne. Je voudrais faire remarquer qu'il y a 193 États dans le monde, et il y en a donc 165 qui ne sont pas dans l'Union européenne. On peut vivre hors de l'Union européenne. Allez, on se retrouve dans un instant avec François Asselineau, que vous venez d'entendre, ancien candidat à la présidentielle et président de l'Union populaire républicaine, et Nicolas Lecossin, le directeur de l'Institut de recherche économique et fiscale, qui est dans mon studio. À tout de suite. La question de l'Europe, de toute façon, elle passera comme sont passés l'Empire austro-hongrois, l'Empire français, l'Empire britannique, tout ça, c'est fini. RMC, Radio Brunet. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Et il y a des moments de jubilation quand on présente cette émission Radio Brunet, et là j'en ai un, parce que vous savez, ces consultations qu'on fait qui ne sont pas des votes, hein, les Brunet-Métries, c'est pas un vote, parce que quand on fait un sondage, je veux dire un vrai sondage, il faut 14% de population entre 19 et 23 ans, bah ouais, c'est pas un sondage, c'est une vaste consultation, voilà, ni plus ni moins. Eh bien parfois il y a des résultats surprenants, et là on est en train de prendre une inflexion curieuse. Émilie, donc le Brunet-Métries, c'est le Brexit ne me semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. La France, elle, doit-elle justement relancer ce débat sur la sortie de l'Europe? Et alors, que votent les gens? Eh bien, il y a une grande majorité qui dit oui, 73% qui pensent qu'il faut relancer le débat en France. Bon, c'est très curieux, 73% des gens qui disent ah oui, le Frexit, n'abandonnons pas l'idée. Mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire, fallait voter Asselineau à la présidentielle, le candidat du Frexit. Mais non, mais c'est absurde. Vous avez encore voté avec vos pieds. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Si vous êtes 74% à être pour la sortie de l'Europe, mesdames, messieurs, ils disent qu'ils sont d'accord pour relancer le débat. C'est pas la même chose. D'ailleurs, j'en profite au passage pour rappeler aux auditeurs, parce que ça n'a pas été assez su en France, que Monsieur Macron s'est rendu au Royaume-Uni le 17 février dernier. Il a signé avec Madame Theresa May le traité de Sandhurst sur des questions vous savez, concernant l'immigration et l'affaire de Sangatte. Oui. Et ensuite, il a été interrogé par la BBC. Ah ben justement, je voulais vous faire écouter. Je l'ai là. Écoutons-le. François Asselineau, vous faites bien en parler. C'est incroyable. C'est un entretien à la BBC qui a quelques semaines et où on parle de la question d'un référendum sur la sortie de l'Europe. Ce truc est passé à peu près inaperçu. Il y a qu'Asselineau qui l'a vu, voyez-vous, qui l'a entendu. Mais écoutez bien, donc c'est traduit par nos soins. Écoutez Macron. Vous prenez toujours un risque quand vous avez un référendum par oui ou par non dans un contexte assez compliqué. Et si la France avait un tel référendum, il pourrait avoir le même résultat?
Oui, probablement dans un contexte similaire, mais notre contexte est très différent. Donc je ne veux pas faire n'importe quel pari. Je devrais me battre très durement pour gagner. C'est énorme. S'il y avait un référendum français sur le Frexit, Macron dit oui, il y aurait sûrement le résultat similaire, on sortirait de l'Europe. Est-ce que les auditeurs se rendent compte de ce que ça signifie? Ça veut dire que normalement, si M. Macron était un démocrate conséquent, il devrait demander l'avis des Français. Et en tout cas, il ne devrait pas faire ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire il fonce, il accélère vers une Europe fédérale, alors que les Français n'en veulent pas, mais pas seulement les Français, parce que l'ensemble de l'édifice européen est en train de se fracturer et de se dissoudre un petit peu partout. On pourrait parler de tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, mais aussi en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Jean-Claude, je vous prends dans une seconde. Jean-Claude, vous êtes là? Ok. Oui, bonjour. Je vous prends dans une seconde, mais d'abord, je voudrais repasser la parole à Nicolas Lecossin. Bon, vous êtes d'accord avec Asselineau, vous, le libéral, en gros, sur un point au moins, l'Angleterre ne va pas si mal, malgré la perspective du Brexit. En revanche, pour vous, si l'Angleterre va bien, c'est aussi et surtout parce qu'elle a, vous l'avez dit tout à l'heure, mené des réformes que la France n'a toujours pas initiées, Macron ou pas Macron d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Et j'aimerais compléter sur le Brexit parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'a été le Brexit. Nigel Farage, qui a été à la tête du combat pour le Brexit, c'était un politique plutôt libéral par rapport à ce qui se passe en France. Ouais. Alors il est curieux, Farage. C'est un peu le Marine Le Pen du Royaume-Uni. Il n'est pas du tout les mais sur le plan économique, c'est plutôt c'est un vrai libéral. C'est Thatcher, donc ça n'a rien à voir. J'allais dire c'est Macron, mais non, c'est Thatcher. Le problème de l'immigration, c'était ça le Brexit surtout, mais c'était pour plus de liberté, plus de libre-échange, plus de privatisation, c'était ça Nigel Farage. Oui. Et ça a continué comme ça, donc il faut pas s'y méprendre. Alors, est-ce que Macron est le Thatcher français, comme commence à le dire beaucoup? Ah non, pas du tout, il est très loin du Thatcherisme. Je vois rien de Thatcher chez lui, hein. Il y a pas grand-chose. Hein. Enfin, il y a quelques petites réformes, la fin de l'exit tax, qui est une bonne chose, enfin symbolique, mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus d'impôts, de réglementation et de fiscalité sur tout le monde d'ailleurs. Donc on est très loin de Thatcher. Mais j'aimerais rappeler que l'Europe, il faut pas considérer que l'Europe c'est le bouc émissaire et non plus que c'est quelque chose, c'est la panacée. Non, l'Europe c'est quand même l'ouverture à la concurrence, la libre circulation. C'était ça au début l'Europe. Avec le temps et surtout après le traité de Lisbonne, on a bureaucratisé l'Europe. De plus en plus de réglementation, de plus en plus de bureaucratie, de fonctionnaires, même s'il y a beaucoup moins de fonctionnaires à Bruxelles qu'à la mairie de Paris. Je sais que c'est une de vos marottes. J'ouvre une parenthèse, je vous rends la parole dans une minute. Nicolas Lecossin, la semaine dernière, la maire du 5e arrondissement de Paris, la maire, qui était à ce micro, à la place de François Asselineau ici, elle a répété 3 fois, j'ai appris cette semaine par un courrier officiel émanant des services de la mairie de Paris qu'il y avait 417 fonctionnaires au service communication de la mairie de Paris. Voilà. Ça vous fait un argument supplémentaire. Déjà. 417, vous imaginez le truc. C'est officiel, ça m'a saisi. Hein. J'en ai pas dormi pendant 3 nuits, Nicolas. C'est ça, c'est exactement ça. On accuse Bruxelles et l'Europe de tous les maux, mais il faut pas oublier ça non plus. Il y a eu une démocratisation avec plus de missions pour le Parlement, plus grand rôle. Mais en même temps, trop de réglementation, trop de contrôle, trop de directives, trop de jugements. Donc il y en a plein. Donc il faut arrêter ça. On décide de la taille des cerises et des tomates. Non, il faut arrêter avec ça. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a eu le vote en faveur du Brexit. C'était ça. Mais il faut C'est-à-dire que l'Europe est allée dans des territoires où, selon vous, elle n'était pas légitime. C'est pas son rôle. On n'a pas respecté la subsidiarité, le principe de subsidiarité du traité de Maastricht. Rémi, tu veux dire juste, ce qui est très important de comprendre, c'est que si la Grande-Bretagne résiste aussi bien à la sortie de l'Union européenne, c'est qu'elle s'est réformée avant sa sortie de l'Union européenne. Ouais. Et donc l'économie britannique était solide, donc elle résiste à ce qui se passe. En revanche, si ça se passe demain en France, là, ça sera une autre tasse de thé, sans mauvais jeu de mots. Nous, on n'est toujours pas réformés. Non, on n'est pas du tout réformé. Attends, juste un petit chiffre pour comparer. Au Royaume-Uni, il y a 7 millions d'emplois de plus dans le privé par rapport à la France. Ouais. Dans le privé, par rapport à 7 millions de plus pour une population presque équivalente. Alors, Jean-Claude, et juste après François Asselineau. D'abord, Jean-Claude, qui est à Andernos-les-Bains, en Gironde. Salut Jean-Claude.
Oui, bonjour. Alors d'abord, je dis bonjour à mon nettoyant spinal. C'est-à-dire, voilà, vous êtes mon héros. Oh, nous sommes tous. Alors là, franchement, je suis au moins le héros de Jean-Claude. À défaut d'être le héros de ma femme, je suis le héros de Jean-Claude. Ouais, mais avec des fois un peu trop de paroles données au front de gauche et au syndicalistes. Mais bon, qu'est-ce pour le reste, il faut bien qu'il y ait de l'opposition, il faut bien qu'on s'amuse. Ouais. Ok. Ouais. Alors moi, faut dire, je suis assez vieux, hein, donc j'ai 61 ans et donc ma mère avait 100 ans quand elle est morte. Et donc ils ont connu pratiquement les deux guerres. Et il y a un premier truc, l'Europe, les gens disent ouais, parce qu'ils ont oublié, les jeunes, ils oublient qu'il y avait des conflits entre l'Allemagne, avec l'Angleterre, etc., avec les Espagnols. Ça a quand même amené, rien que pour ça a quand même amené une petite sécurité. Donc moi franchement j'aime l'Europe. Et j'aime pas Macron parce que je suis... Oui, mais moi Jean-Claude, on est tous des Européens, mais enfin j'aime l'Europe, mais moi j'aime pas donner, comme il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Asselineau, je veux pas donner 10 milliards pour le fonctionnement d'Europe. Et combien on donne pour les intercommunes, et combien on donne pour la région, et combien on donne pour toutes les strates administratives françaises. C'est notre communauté quand même, c'est nous. Non, c'est pareil. Alors moi je suis allé, faut dire qu'à 13 ans j'allais en vacances en Allemagne. Ouais. Donc mais attends Jean-Claude, c'est pas la même chose. Mais si, c'est la même chose. J'avais une vision différente. Je me considère pas comme français, je me considère comme européen. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, hormis l'histoire qui est intéressante de la France, et puis sinon, qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui par rapport à être européen? On existe ou on n'existe pas? Tu es donc content de payer chaque année, je sais plus combien de milliers d'euros pour la Grèce? C'est combien par foyer fiscal la Grèce? Quelqu'un le sait ça, non? Vous le savez pas, non? C'est considérable. Attends, on laisse finir Jean-Claude. Ouais, je suis plus content de payer pour l'Europe que de payer pour l'intercommune. Voilà, et je suis plus content de payer pour l'Europe que de payer pour nourrir des milliers de fonctionnaires. Tu dis ça parce que matériellement, l'argent, tu le sors pas de ton portefeuille, c'est quelque chose d'assez virtuel. Une blende. Ouais. C'est-à-dire que moi je paye une fortune en impôt foncier, je paye une fortune en CSG. Non, pas Eurozone parce que on est dans un pays communiste. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, l'Europe coûte pas très cher. Je suis sûr qu'ici on fait, j'ai pas les chiffres très honnêtement, je passe pas ma vie à regarder les chiffres. Mais si on fait le calcul de ce que coûte la commune, la région, la mairie, l'intercommunalité et ce que coûte l'Europe et ce qu'elle rapporte. Parce qu'il faut bien se dire quand même qu'elle rapporte à un moment donné quelque chose aussi. Ouais. Voilà. La seule chose, moi je la réduirai. Moi je reviendrai à ce que c'était avec 7 ou 6 pays. Je supprimerai les Polonais, les pays de l'Est, tous ces gens qui prennent les subventions effectivement et qui vont acheter des hélicoptères aux Canadiens. Ça, je supprimerai. Mais par contre, faire quelque chose avec l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Hollande, l'Europe des 6, des 9. Oui, attends, Jean-Claude, tu es en train de m'énerver François Asselineau qui réclame la parole. Ça me fait plaisir. François Asselineau. Oui, non, parce que bon, c'est un point de vue qui est respectable, mais ça n'est jamais qu'un point de vue. On pourrait trouver des millions d'autres points de vue en France. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que c'est un peu facile de dire qu'on se sent européen. Lorsque la France donne 9 à 10 milliards d'euros chaque année en pure perte pour aller, notamment, par exemple, les Français ne le savent pas, mais on donne chaque année à peu près 2 milliards d'euros à la Pologne, allez dire aux habitants de Guyane, où il y a un sous-investissement chronique, le département est quasiment à feu et à sang, allez dire aux départements de Mayotte, qui sont des départements français, où il manque des écoles, des hôpitaux, etc. Allez dire d'ailleurs dans les provinces françaises, où on ferme les maternités, les commissariats de police, les gendarmeries, etc. Allez leur dire que c'est très bien de donner de l'argent comme ça aux pays de l'Est. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a un autre point aussi avec lequel je voudrais dire, c'est que en réalité, on tape ici sur l'État. C'est un autre débat. Sortir de l'Union européenne permettra aux Français ensuite de choisir le type de société qu'ils veulent. Mais je voudrais quand même signaler que l'un des pays qui a les plus forts taux de prélèvements obligatoires au monde, c'est la Norvège, qui est à 53%, qui est supérieur à celui de la France et qui se porte très bien. Il n'y a donc pas de corrélation obligatoire entre le bien-être et les prélèvements obligatoires. Le prélèvement obligatoire en Roumanie est de 20%. C'est un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. On a dépassé, me semble-t-il, le Danemark au mois d'octobre.
d'octobre ou de mois de novembre. Oui, écoutez, on est tous dans les 45 heures. On est devenu le pays le plus fiscalisé du monde. M'enlevez pas ça. Mais attendez. Regardez le problème que pose la question de l'ultralibéralisme, c'est qu'ils font comme si les peuples étaient interchangeables. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ont besoin. La France a été créée par un État. Oui. Les Français. Mais me dites pas ça à moi. Mon fond d'écran, c'est Margaret Thatcher sur mon smartphone. François Asselineau. Je vais vous donner une statistique qui est intéressante. Il y a un siècle, au début du XXe siècle, les prélèvements obligatoires aux États-Unis étaient de l'ordre de 5%, ils étaient de 18% en France. C'est-à-dire que déjà la France avait des prélèvements obligatoires très supérieurs au monde anglo-saxon. Parce que les Français sont comme ça, parce que les Français souhaitent de l'égalité et de la justice sociale, ils veulent des services publics importants. Et moi, quand je vois comment ont évolué les services publics en Angleterre, permettez-moi de rappeler ici une donnée toute simple. Le pass Navigo en France, pour la région Île-de-France, ça coûte 75 €. L'équivalent dans la région de Londres, ça coûte 400 € par mois. Sauf que les trains dans la région de Londres roulent. Oui, mais en France, vous allez m'énerver Nicolas Le Cossin. Maintenant, c'est Nicolas Le Cossin. Le pass Navigo coûte 75 €, mais il est payé. Je paye en plus avec les impôts. Donc, il faut rajouter beaucoup d'argent. C'est normal que les services publics soient déficitaires. Non, pas du tout. Oui, mais en réalité, nous le payons beaucoup plus que ça. On le paye le double, bien sûr, grâce aux impôts. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est pas Bruxelles, c'est l'État français. C'est pourquoi il y a 57% de dépenses publiques. C'est pas à cause de Bruxelles. Pourquoi on paye autant d'impôts et de taxes? C'est pas à cause de Bruxelles. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, on parlait du coût du travail, les charges sur les salaires, c'est 32,5% en France. Et c'est 24% en moyenne dans la zone euro. Et c'est beaucoup moins élevé que dans certains pays comme les Pays-Bas, comme le Royaume-Uni, qui faisait pas partie de la zone euro. Donc, le problème, c'est la bureaucratie, c'est l'ENA. Ce sont les énarques, le problème en France. Est-ce que, bon, on fait cette émission aujourd'hui sur l'Europe. Je voudrais pas qu'on dévie sur un autre sujet qui est tout aussi passionnant, qui est le modèle français face au modèle anglo-saxon, qui est capital. Mais c'est vrai qu'on a un peu le sentiment aujourd'hui que les nations qui composent l'Union européenne reprennent un peu d'autonomie sur le plan économique. On voit les divergences apparaître sur tous les sujets, que ce soit la question de la gestion de la crise des migrants avec les pays d'Europe centrale, que ce soit la question de la réforme avec des pays qui sont clairement à la traîne et d'autres qui sont plus réformistes. On voit vraiment des modèles très différents émerger quand même. C'est exact. Vous parlez, j'ai un désaccord avec vous, et le Cossin à vous sur la question du modèle économique, mais finalement c'est secondaire, on le traitera dans un deuxième temps. C'est la diversité aujourd'hui des choix économiques dans cette Union européenne. Il y a un principe. On se ressemble pas. Voilà, ça c'est une évidence. Il y a 28 pays, il y a 24 langues officielles. Il faut partir de la réalité. La politique, c'est partir des réalités. Il faut partir aussi de ce que c'est que la démocratie. Les Français, qu'on le veuille ou non, ne veulent pas d'une société ultralibérale. C'est comme ça, parce que nous ne sommes comme ça. Et c'est la raison pour laquelle la construction européenne leur impose un modèle qui n'est pas celui qu'ils souhaitent. Le résultat, c'est que on aboutit à une espèce de déprime générale, une espèce d'exil intérieur en France, avec le foutisme, avec les gens qui veulent s'en aller parce qu'ils ne se retrouvent plus dans leur propre pays. Et dans ce cas, il y a quelque chose qui est très important dont on n'a pas parlé. La folie est d'avoir une monnaie identique entre tous ces pays. Parce que justement, effectivement, on a des prélèvements obligatoires supérieurs, effectivement, on a un taux d'inflation qui structurellement est supérieur aux autres, et bien normalement, on réglait ça depuis des décennies avec une monnaie qui progressivement se dépréciait par rapport notamment au Deutsche Mark, et on s'en portait très bien. Je rappelle que les 30 Glorieuses se sont produites alors même que le franc se dépréciait régulièrement. Pas seulement le franc d'ailleurs, la drachme grecque, la lire italienne se dépréciait plus rapidement. Là, nous avons affaire, il faudrait avoir un vrai débat, vraiment très important. L'euro va exploser et là on a affaire à un sinistre qui risque de se chiffrer en centaines de milliards d'euros, notamment pour la Banque de France. Ça n'est pas moi qui le dis maintenant. Maintenant, ce sont les journaux allemands, notamment le Handelsblatt récemment. Dans un instant, nous irons dans les Hautes-Pyrénées avec Lionel. À tout de suite. 13h, 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. Nous avons reçu des messages et nous les lisons. Voilà, c'est Émilie et c'est Rémi qui vont les lire. On vous écoute. Oui, on a Domi qui nous écrit: le Brexit est une chance pour l'Angleterre. Les Anglais vont retrouver leur souveraineté. Ils ne seront plus tenus par des articles de traité. Ils pourront contrôler leurs exportations, leurs importations. Le chômage est déjà au plus bas et la France a tout intérêt à les imiter et demander le Frexit, d'autant qu'elle ne retrouverait en plus sa monnaie et ainsi sa compétitivité externe.
Ce message de Maxime sur l'application RMC dans Direct Studio. Le débat de la sortie de l'Union européenne est crucial pour la France. Nous la subissons, cette union. Les Anglais ont tellement raison. Et puis un message de Dimitri. Le peuple français avait voté non à l'Europe. Le peuple français savait que ça coûterait d'être que ça coûterait cher, il manque le mot cher, que ça coûterait cher d'être dans l'Europe. Mais nos politiques ont décidé à notre place de passer outre le référendum, que ce serait oui donc, et qu'on devrait se faire suivre comme des moutons pigeons. Et Johan qui nous dit oui, relancer le débat est une excellente idée, l'Europe est une très bonne idée, mais pas celle-ci. On devrait être égaux à l'intérieur et ne pas se concurrencer les uns les autres. Idem pour les lois, la fiscalisation, les salaires, etc. Et puis il y a ce message de Yannick également qui revient sur l'interview qu'on a entendue tout à l'heure d'Emmanuel Macron à la BBC lors d'une visite en Grande-Bretagne où il évoquait l'éventualité d'un référendum en France et que ce serait difficile pour lui de se battre contre. Eh bien, il nous dit, Yannick, quelle est cette manie de Macron de parler de ses projets à l'étranger pour la France et les Français, qu'il reste en France et qu'il nous en parle à nous? C'est vrai que c'est pas la première fois. C'est vrai que c'est pas la première fois. Et il avait dit, tu te souviens, je ne parlerai jamais de la politique intérieure à l'étranger. Ouais, il nous a fait le coup de l'exit tax aux États-Unis. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Mesdames, messieurs, le Brexit ne me semble pas menacer l'avenir de l'Angleterre. Alors la France devrait-elle relancer le débat sur la sortie de l'Europe? Oui, non? Eh bien oui, à 73% qui pensent qu'il faut relancer le débat sur la sortie de l'Europe. Mes invités, Nicolas Lecossin, le directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, plutôt libéral, et François Asselineau, le président de l'Union populaire républicaine, ancien candidat à la présidentielle. Messieurs, écoutez, il s'appelle Sébastien Ley. Il est au téléphone avec nous, c'est un entrepreneur. Il est entrepreneur franco-américain d'ailleurs. Et je lui ai demandé d'être avec nous parce qu'il vient de publier une tribune dont on parle pas mal alors écoutez bien, pour un Bruxit. Alors vous connaissez le Brexit, le Frexit. Lui c'est le Bruxit, il faut sortir Bruxelles de l'Europe. Bonjour Sébastien Ley. Bonjour Eric, bonjour Nicolas et bonjour Monsieur Asselineau. Alors vous êtes vous n'êtes pas un politique, donc c'est simplement une tribune et une contribution intellectuelle au débat. C'est quoi le Brexit? C'est un néologisme qui est forgé bien évidemment sur le modèle du Brexit, mais on avait parlé aussi d'Italie Exit ou de Frexit avec Monsieur Asselineau. Et le Brexit, c'est sortir de la technocratie bruxelloise. Nous sommes fondamentalement un mouvement pro-européen, mais anti-bureaucratie. Nous considérons que d'une certaine manière, les excès de la haute fonction publique bruxelloise, l'excès de normes, ont un petit peu sonné le glas de la vraie idée européenne et nous voulons donc relancer un mouvement pro-européen en demandant un changement des institutions au niveau, bien évidemment, entre le Parlement et la Commission. Et l'idée également de relancer une Europe plus proche des citoyens et des réalités. Sébastien, intéressant. Je me souviens d'avoir fait une semaine très intéressante sur la question du foisonnement de normes en France. 400 000 normes juste en France et règles. Et je me souviens qu'un certain nombre étaient venus, parlementaires, l'ancien ministre de la simplification administrative par exemple, Thierry Mandon était venu et qui m'avait tous dit la réalité c'est que la France est un des rares pays d'Europe qui sévérise les dispositions réglementaire européenne. C'est-à-dire l'Europe dit voilà, faut mettre à tel endroit un rivet, voilà, et la France dit non, ça ne suffit pas, il en faut 2. Voilà, et dans leur grande schizophrénie, nos élus français disent c'est pas moi, c'est l'Europe. La réalité, c'est que si la France est le pays des normes, c'est aussi à cause des Français et du législateur français. Pour ça, je suis très méfiant quand j'entends parler du foisonnement de normes européennes. Oui, l'Europe c'est nous, et puis surtout nous sévérisons les normes imposées par Bruxelles. On va plus loin. Mais alors j'irais même beaucoup plus loin. Je dirais en fait que l'excès de normes venant de Bruxelles émane aussi de la volonté de certaines figures de la haute fonction publique française. En réalité, à la genèse, je dirais, de l'identité de la construction européenne, vous avez toujours eu celle de Robert Schuman, qui a prévalu pendant une trentaine d'années. C'était une Europe des peuples, des citoyens, axée sur un triptyque paix, commerce et culture. Et puis, de manière progressive, c'est une autre vision, celle de Jean Monnet, donc d'un Français aussi, qui a été reprise par la haute fonction publique française, qui s'est imposée et qui subrepticement tente, depuis déjà maintenant une vingtaine d'années, depuis le début des années 90, d'imposer en réalité l'inéluctabilité d'une sorte d'État fédéral européen centralisateur et qui est dans le déni de ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la norme doit être définie
au niveau le plus proche des citoyens. Oui. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que par exemple, pour gérer votre voirie, vous allez vous adresser à la municipalité et bien évidemment pas à Bruxelles ou à Washington. Et donc ce sont quand même des hauts fonctionnaires français qui souvent ont fait leur deuil, je dirais, un peu du rêve de grandeur français et qui l'ont transposé au niveau européen et qui, depuis Bruxelles, imposent des normes aux Français. D'accord. Merci Sébastien Ley. Belle journée. Je voulais entendre parler du Brexit. Affaire à suivre, quoi qu'il en soit. Non, on prend tout de suite Lionel, des Hautes-Pyrénées. Bonjour Lionel. Bonjour Eric, bonjour aux invités. Bon, je suis en tant que citoyen dans les Hautes-Pyrénées, mais en tant qu'exploitant agricole dans le Gers. D'accord. Donc, département que tu connais très bien. Oh, et oui. Lionel, tu es Frexit ou tu es européen? Ça serait bien de faire un mélange des deux en fait, parce que on pourrait avoir une très belle Europe si seulement on avait la même chose partout. Comme tu parlais des normes, moi je vais aller plus loin, je vais parler des charges, notamment dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui on nous impose des normes. Donc moi je fais du canard, après 2 années de grippe aviaire, on nous a sorti toute une série de mesures, de normes biosécurité qu'on appelle, qui ont fait fermer dans le Gers pas loin de 50 ou 100 exploitations agricoles. C'est des gens qui étaient pas loin de la retraite, qui auront une retraite de misère, à qui on a dit c'est simple, c'est soit vous arrêtez, soit vous investissez 200-300 000 euros. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils pouvaient pas. Et derrière, on a un label qui est magnifique, qui est français, parce qu'on a des normes, mais on a également des entreprises françaises qui importent des canards à 3 fois moins cher que nous en France, on le produit. On produit à 25 euros, nous, un canard, il l'importe à 10 euros le canard. Comment on se bat contre des gens en Bulgarie, en Hongrie, qui font la même chose que nous, soi-disant, si on prend le canard en lui-même, c'est exactement le même, mais comment on se bat contre des gens qui font des choses 3 fois moins chères que nous parce qu'ils n'ont pas de charge, parce qu'ils ont, ils payent quasiment rien. Là, François Asselineau. On va nous dire, oui, mais vous avez la retraite, vous avez ceci, vous avez cela. Oui, on a la qualité d'un produit, ça c'est sûr. Mais après la retraite, on a 500, 600 euros de retraite maximum. On se verse des salaires par mois. Moi, j'arrive à peine à 300 euros. Là, comment on fait pour vivre avec 300 euros? Vous buvez du petit lait, François Asselineau? Je suis surtout triste de la situation qui est faite aux agriculteurs français, qui est absolument désastreuse. Et dans tous les domaines, en particulier dans l'élevage, c'est une catastrophe qui va d'ailleurs être accrue avec les projets de CETA ou d'accord avec le Mercosur que nous propose l'Union européenne. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit auparavant Sébastien Ley, parce qu'il y a quand même, je voudrais lui conseiller d'aller sur notre site internet upr.fr et d'aller regarder ma conférence qui s'appelle Les origines cachées de la construction européenne. Parce que c'est un peu facile de dire que c'est la France. Qu'il aille se renseigner sur le rôle de Walter Hallstein, n'est-ce pas, qui avait été à l'origine, qui avait négocié les premiers accords sur l'Europe du temps de leur rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'Italie, puis qui s'est retrouvé ensuite le premier président de la Commission européenne. Et il avait largement préparé le traité de Rome. Donc il aille regarder ça. Le problème de la construction européenne, c'est qu'on postule que les peuples d'Europe ont une solidarité en commun. C'est faux. C'est faux. Donc, comme c'est faux, il a fallu d'agir sur les substructures, c'est-à-dire d'agir sur essayer de créer un marché commun pour essayer de faire apparaître une solidarité entre ces peuples qui ne se connaissent pas. Vous savez, la France a des liens beaucoup plus étroits avec les Québécois, les Algériens, les Tunisiens, les Sénégalais qu'avec les Estoniens, les Lettons et les Lituaniens. C'est comme ça. Et de la même façon, les Anglais ont des liens beaucoup plus étroits avec les Indiens, les Pakistanais, les Sud-Africains ou les Australiens qu'avec les Slovaques ou les Bulgares. C'est comme ça. Donc, en réalité, c'est le problème même cette conception de vouloir créer contre vents et marées une entité étatique avec des peuples qui, bien entendu, qu'il faut qu'ils aient des relations avec eux, mais on n'en est plus au début du XXe siècle où il n'y avait aucune institution internationale. Maintenant, nous avons l'ONU, le Conseil de l'Europe, nous avons des quantités de traités. Lors de l'élection présidentielle, j'avais rappelé qu'il y avait 6686 traités qui liaient la France au reste du monde. On en a 343 avec la seule République fédérale d'Allemagne. Ça suffit. Si on sort de l'Union européenne, nous reprendrons notre indépendance, notre souveraineté, on pourra décider de notre avenir collectif, mais on va pas se fâcher et on va pas arrêter d'avoir des liens avec l'Allemagne, avec les autres pays. Actuellement, on met la France, en fait, c'est une concurrence vers le bas, c'est une concurrence vers toujours le moins-disant en termes de charges sociales, en termes de salaire. Là, votre agriculteur du Gers, que je salue au passage, il est placé dans une situation qui est impossible.
possible. Nicolas, sauf que les agriculteurs reçoivent plus de 9 milliards d'euros par an. Donc si on sort de l'Europe, il y aura plus de 9 milliards d'euros par an. Ouais. Où va l'argent? Cet argent vient de la France. Où va l'argent? C'est pour la France. Mais cet argent vient, mais cet argent est surfinancé par les Français. Qu'est-ce que vous allez faire? Il vient de tout le monde, pas seulement de la France. Non, c'est 9 milliards. C'est plus de 9 milliards que pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs. Et depuis qu'on reçoit des subventions, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Il y a de plus en plus de fonctionnaires français qui s'occupent des agriculteurs. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs qui vivent très mal. Et ils reçoivent très peu de revenus. Mais pourquoi ne pas ouvrir, libéraliser l'agriculture comme on fait d'autres pays? Regardez la Nouvelle-Zélande. Il n'y a plus d'aide aux agriculteurs et ils se portent beaucoup mieux. La France était 3e exportateur agricole il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est 6e ou 7e. Et ça montre le désastre de l'euro. Ça montre le désastre des aides à l'agriculture, de la bureaucratisation. Il y a des pays d'Europe qui fonctionnent où l'agriculture marche. C'est pas lié à l'Europe. Il y a des pays d'Europe, regardez, l'agriculture néerlandaise, elle est florissante, l'agriculture néerlandaise. Pourtant, les Pays-Bas sont dans l'Europe. Oui, enfin, c'est une agriculture hyper industrialisée. Même l'Allemagne. Je ne suis pas sûr que les Français veulent d'une agriculture hyper industrialisée. Je ne peux pas laisser passer ce qui vient d'être dit. Je rappelle que les Français donnent chaque année 23 milliards d'euros à l'Union européenne sans qu'ils le sachent. Notamment, ce sont les frais de douane qui sont les prélèvements sur les frais de douane. Et la France reçoit chaque année 14 milliards. Ça veut donc dire, et ça il faut absolument que les Français le comprennent, que ce que l'on appelle les subventions européennes, en fait, à l'origine, sont payées par les Français. Et en plus, on laisse 9 milliards d'euros supplémentaires pour financer la structure européenne et pour donner aux pays de l'Est. Il y a d'autres pays encore comme la Turquie. 14h50, merci François Asselineau, merci Nicolas Lecossin, merci Sébastien Lay qui était au téléphone avec nous. Je me tourne vers toi, Émilie, ne fais pas cette tête, il va falloir refaire tes calculs, je t'écoute. Eh bien, j'ai fait mes calculs et le résultat final va plaire à monsieur Asselineau, puisque vous êtes 72% à penser qu'en France, il faut relancer le débat sur la sortie de l'Europe. Vive le Frexit. Vive le Frexit, très bien. Affaire à suivre, mesdames, messieurs. Affaire à suivre.